Bonsoir. Ok, merci beaucoup. Donc, pendant que le MC présentait, il était en train d'appeler exactement le programme de la semaine passée, les deux cours que nous avons suivis jusqu'à présent. Et cette soirée également, nous allons continuer. Cette soirée, nous allons continuer avec la leçon 3. Donc, la leçon 3 de l'unité 2 du chapitre 2. Et on parlait exactement des modèles d'addiction du cœur. Aujourd'hui, j'étais à l'école, Béni Souza, et j'ai demandé aux élèves. Donc, il y a les élèves de la classe de 6e, les élèves de la classe de 4e, les élèves de la classe de première. En tout cas, ils étaient nombreux. J'ai demandé pourquoi les gens tombent dans l'addiction. Pourquoi les gens parviennent à être dépendants à l'alcool ou encore à la drogue. Donc, il y avait beaucoup de réponses. Mais je voudrais également m'enquérir de vous. Je veux exactement savoir, selon vos points de vue, pourquoi les gens tombent dans l'addiction. Si on pose cette question, qu'est-ce que vous allez dire? Pourquoi les gens parviennent à être addicts à l'alcool ou encore à la drogue? Monsieur Élisée? Ok. Donc, lorsqu'on tombe dans une situation éco, on ne parvient pas à avoir une issue pour résoudre ce problème. On prend l'alcool comme quoi, un moyen par lequel on peut surmonter notre problème. Mais est-ce que c'est la seule raison? Pourquoi les gens tombent dans l'addiction? Ici, il n'y a pas de réponse. Au fait, c'est un coup... Oui, allez-y. Ouh. Ok, merci beaucoup. Ça fait également partie des causes que les élèves vont donner. En tout cas, il y avait beaucoup de réponses. J'ai eu plus de 100 réponses. Et parmi les 100 réponses que j'ai eues, j'ai comptabilisé la majorité de les réponses parlaient de quoi? La mauvaise compagnie, premièrement. Donc, la mauvaise compagnie. La deuxième raison, c'est que quoi? C'est qu'ils ont des problèmes et des soucis qu'ils ne parviennent pas à faire comment? À surmonter. Donc, ils pensent qu'en prenant la drogue ou encore l'alcool, ils peuvent faire comment? Résoudre le problème. Également, l'une des causes qu'ils ont énumérées, euh, c'est que parfois, ils ont seulement le désir de faire comment? De prendre la drogue ou l'alcool, naturellement comme ça. Donc, ils n'ont pas de problème. Ils ne sont pas en compagnie des gens qui prennent la drogue. Mais dans leur cœur, il y a l'envie de faire comment? De prendre la drogue naturellement. Donc, au fait, pour notre coup, nous allons voir exactement le modèle. Dans la fois passée, nous avons vu deux modèles pour comprendre l'addiction. Donc, on avait parlé, le premier modèle, c'est le modèle selon la moralité. Donc, on considère les gens qui sont dépendants à la drogue ou encore à l'alcool comme des gens qui n'ont pas une bonne moralité. Donc, pour les corriger, qu'est-ce qu'il faut? Il faut parfois les punitions, les fouetter, la prison, c'est comme ça. Mais on a vu que quoi? Avec cette méthode, on a été incapable de faire comment? De résoudre ce problème. Alors, les médecins également, ils ont commencé à faire des recherches. On a vu que quoi? Les gens qui tombent dans l'addiction, encore dans la dépendance, ils ont un problème dans les cerveaux, donc un problème d'état de santé. Donc, il faut maintenant les soigner. Donc, pour les soigner, il faut nécessairement quoi? Des médicaments. L'année passée, il y avait un jeune de Gré qui venait beaucoup ici. En fait, il est tout près d'ici. Donc, il avait l'habitude de prendre continuellement la drogue. Et sa mère connaissait exactement ici. Comme elle sait qu'on entretient les jeunes qui prennent la drogue ici, elle a conduit son enfant vers ici. Lorsqu'elle a amené son fils ici, j'ai commencé à causer sur cet enfant. Mais après, la mère, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle a amené son enfant à l'école, à l'hôpital. Et actuellement, l'enfant est sous traitement. Donc, elle pense que ça va. En fait, le médicament qu'on a donné à cet enfant, lorsqu'il prend le médicament,
il n'arrive pas à faire autre chose. Donc, il dort, il dort, il dort, il dort. Parfois, il peut dormir pendant 24 heures du temps. Et après 24 heures, lorsqu'il se réveille, qu'est-ce qu'il commence à faire? Il cherche la drogue. Donc, actuellement, cet enfant, il passe tous les jours, il passe ici. Quand il passe, il me salue, c'est comment? Et il est toujours, ses yeux sont toujours comment? Rouges, toujours rouges. Alors, même s'il part à l'hôpital, on l'a amené à l'hôpital, les médecins, ils n'ont pas pu le guérir. Donc, en fait, nous sommes en recherche des voies de solution pour résoudre ce problème. C'est pour ça que la fois passée, on a vu quoi? Les deux modèles. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de voir exactement l'addiction selon le monde du cœur, selon le mind education. Donc, nous allons essayer d'appréhender, de comprendre l'addiction selon le mind education. Donc, dans notre unité 1, on a dit que quoi? Le monde du cœur est considéré comme un récipient. Dans un récipient, on peut mettre quoi? Parfois de l'arachide, parfois la pâte, on peut mettre beaucoup de choses. Donc, notre cœur est également comme quoi? Ce récipient qui contient nos valeurs. Donc, les bonnes valeurs, encore les mauvaises, tout ce qu'on appelle valeurs, ça se trouve dans notre cœur. On a dit que le monde du cœur également est comme quoi? Considéré comme une ferme. Donc, une ferme qui nourrit quoi? Nos rêves, nos sentiments, nos émotions. On a également parlé du monde du cœur comme un panneau de contrôle. Donc, vous regardez souvent, au rond-point, il y a les panneaux de contrôle. Donc, généralement, il y a 3 feux. Il y a le feu rouge, le feu vert et le feu, quel feu encore? Orange. Donc, quand il y a le signal rouge, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'arrêter. C'est pas ça? Quand c'est orange, qu'est-ce qu'on fait? On doit ralentir. Quand c'est vert, qu'est-ce qu'on fait? On passe. Dans notre cœur, il y a également des émotions, des pensées, des désirs. Donc, notre cœur est considéré comme quoi? Comme ce panneau où on peut le manipuler pour faire comment? Retenir certaines émotions ou encore faire partie de certaines émotions. Mais le dernier point, c'est que le monde du cœur est également comme quoi? Un modèle. Donc, souvent, lorsqu'on part chez les couturiers, on parle de quoi? Le modèle de veste, le modèle de wax, c'est un modèle. Vous prenez par exemple les grandes personnalités. Dans la Bible, on parle par exemple de David. Le cœur de David, le cœur du roi Salomon. Au fait, ce sont des modèles. Donc, nous voulons exactement montrer quoi? Les modèles de l'addiction du cœur. Donc, j'espère qu'en parcourant également ce cours, on va exactement découvrir les étapes par lesquelles le cœur d'un addict ou encore d'un dépendant y passe. On va regarder cette vidéo ensemble. Le fonctionnement repose sur un réseau de 100 milliards de neurones connectés les uns aux autres. Pour se parler, les neurones utilisent des messages électriques ou des messagers chimiques, les neurotransmetteurs qui se fixent sur des récepteurs. Dans le cerveau, il existe un système qui favorise les actions nécessaires à notre survie comme boire, manger, se reproduire. La réalisation de ces actions apporte des sensations plaisantes, d'où son nom, système de récompense. Ce circuit en boucle part du cortex, va dans le noyau accumbens, puis dans l'aire tegmentale ventrale et revient au cortex via le thalamus. Pour aller du noyau accumbens à l'aire tegmentale ventrale, il y a 2 voies possibles. La première passe par des neurones portant les récepteurs à la dopamine de type D1, qui favorise la réalisation des actions. La seconde voie, qui au contraire freine les actions, porte les récepteurs D2 à la dopamine. La récompense est l'aboutissement de plusieurs phases. Au départ, il y a un stimulus, par exemple la photo d'un gâteau dans un magazine. Le stimulus est analysé, la mémoire est interrogée pour savoir s'il y a la désinformation. Y a-t-il des gâteaux dans le frigo? Si on accorde peu de valeur au stimulus, par exemple « Ok, je sais, mais je n'ai pas faim », la voie D2 est activée et aucune action n'est entreprise. Si par contre la valeur du stimulus est élevée, cela me donne super faim. La voie D1 est activée et l'action commence. On se met en marche vers la cuisine. Plus on approche le frigo, plus l'excitation monte. Miam miam, je vais manger. Le système de récompense enclenche la libération de dopamine qui atteint son maximum quand on ouvre la porte du frigo et qu'on voit le gâteau. La dernière étape est la récompense proprement dit, je mange le gâteau. Ce scénario est mémorisé avec une connotation positive. Si on pense au frigo ou au gâteau, cela donnera envie de manger. C'est l'effet renforçant. Il est dû à la dopamine qui prédit les récompenses et renforce les actions conduisant à leur obtention. La prise de drogue comme le cannabis, l'alcool, la nicotine et bien d'autres provoque une libération de dopamine bien plus forte que celle d'une récompense naturelle. L'effet renforçant des drogues est donc très puissant.
Si on répète la prise de drogue, le circuit D1 peut devenir hyperactif et pousser encore plus à chercher la drogue. Cette hyperactivité retentit sur la consommation qui devient compulsive, c'est-à-dire qu'on aura le plus grand mal à s'arrêter. C'est la perte de contrôle. Plus on consomme de produits, moins on en tire de récompenses. C'est l'accoutumance qui est un mode de défense du cerveau. Par contre, le désir peut être puissamment ancré dans la tête et l'absence du produit peut entraîner un mal-être appelé le manque, qui sera levé si on consomme. La recherche du produit devient alors envahissant. Au final, le produit peut kidnapper le système de récompense. La recherche et la consommation du produit monopolisera le cerveau, qui n'arrivera plus à assurer ses autres tâches. Le cerveau sera prisonnier, c'est l'addiction. Bien sûr, tout le monde ne devient pas addict après avoir consommé une drogue, mais aujourd'hui, on ne peut pas le savoir à l'avance. Ok, merci. Donc, dans le corps, il y a une hormone qu'on appelle la dopamine. Donc, c'est l'hormone qui nous fait ressentir le plaisir. Donc, par exemple, lorsque je vais manger, le corps sécrète une quantité nécessaire de la dopamine. Et ça nous donne le désir de faire comment? De pouvoir chercher quelque chose à manger. Mais on a fait l'expérience, on a vu que quoi? Les gens qui prennent la drogue, lorsqu'ils pensent à la drogue, donc la dopamine est plus sécrétée lorsqu'ils pensent à la drogue. Donc, ce qui fait que naturellement, presque tous les jours, ils ont toujours le désir de faire comment? De prendre la drogue pour faire comment? Ressentir le plaisir. Maintenant, après avoir consommé la drogue, la dopamine fait qu'est-ce que la dopamine fait? La dopamine disparaît du corps. Et puis le désir, il ne ressent plus le plaisir. Donc il est toujours à la recherche de faire comment? Il doit toujours réfléchir pour être dans le plaisir, réfléchir comment prendre la drogue. C'est comme ça que la personne, chaque fois, son cerveau serait kidnappé par quoi? Par la drogue. Puisque son corps, chaque jour, son corps, qu'est-ce que son corps fait? Son corps est à la recherche de quoi? De la dopamine pour qu'il puisse ressentir le plaisir. Et il ressent le plaisir à quel moment? Lorsqu'il pense à la drogue. Donc à chaque fois, la drogue est dans sa tête, la drogue est dans son cerveau. Et il va finir par être quoi? Dépendant. Donc il y a ce docteur, le docteur Nora Volkow. Donc c'est elle qui a étudié le cerveau avec la dopamine. Donc c'était sa recherche depuis 2003. Donc pendant qu'elle était petite, il y a son grand-père qui était addict à l'alcool. Son grand-père est mort. Mais pendant qu'elle était petite, on lui a dit que quoi? Ton grand-père est décédé par accident. Mais au fait, ce n'était pas vrai. Donc tout le monde avait honte de dire que quoi? Ton grand-père est décédé parce qu'il était addict à l'alcool. Au fait, lorsqu'il a étudié les addicts, les personnes qui étaient dépendantes à l'alcool, à la drogue, il a ressenti exactement que quoi? Que ce soit les drogués ou encore les gens qui sont dépendants à l'alcool, ils ont également besoin de faire comment? De ressentir, avoir la compassion des uns et des autres. Mais puisque avant, la société considère les gens qui sont dépendants à la drogue, à l'alcool comme des gens qui sont anormaux. Donc, personne ne veut pas parler de quoi? De l'addiction, de la dépendance. Mais il rassure les gens et dit que quoi? Parler de la dépendance, c'est quelque chose qui est comment? Normal. Puisque c'est un problème que la société rencontre. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ici. C'est quoi ici? Ah, ça c'est le village. Ça c'est le village. Donc, le village, vous avez quoi? Il y a les rogniers, les mangues. Donc, ici, c'est la route qui sort du village pour la brousse. Donc, en 2007, on était parti à l'initiation. Donc, chez nous, il y a une période d'initiation. Donc, tous les garçons âgés de 10 à 17 ans. Donc, chaque 7 ans, il y a l'initiation. Donc, on les a regroupés ensemble. Il y avait beaucoup de garçons qui sont partis à l'initiation. Donc, on fait un mois en brousse. Donc, pendant les 1 mois que vous faites en brousse, on vous enseigne exactement ce qu'est la société Sarah. Comment le fonctionnement, comment l'homme doit se comporter, comment la femme doit se comporter, quel est le comportement de l'homme envers la femme. En tout cas, on nous explique en détail tout et tout. On nous apprend également quoi? La langue des initiés. Donc, chez nous, il y a un langage que les femmes ne peuvent pas parler. Pourquoi? Elles n'ont pas appris. Donc, même si je suis avec les femmes comme ça, je peux parler et la femme, elle ne va pas comprendre. Pourquoi? Elle n'a pas appris. Donc maintenant, à la sortie, après les 1 mois, lorsqu'on sort maintenant, on ne cause pas avec les femmes. Donc pendant presque 2 ans, on ne parle pas à une femme. Que ce soit ta mère, que ce soit ta petite soeur, pas de causerie avec une femme. Donc 2 ans. Donc on est rentré, 2 ans, les 2 ans sont passés. Donc lorsque nous sommes rentrés, on avait l'habitude de faire comment? De marcher ensemble, partir à l'école ensemble, on part en brousse ensemble, on fait tout ensemble. Après la 3e année, au fait, j'avais déjà pris goût. Donc, être avec les gens.
Mais la troisième année, il y a quelque chose de bizarre que j'ai commencé à regarder. Donc, généralement, il y a un lieu où on se regroupe d'habitude pour faire comment? Pour taper les commentaires, causer. Mais subitement, quand j'arrive, je ne vois personne. Je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'arrive pas à comprendre exactement. Imaginez pendant 2 ans, vous avez toujours l'habitude de faire comment? De causer à un endroit spécial. C'est presque tous les jours. On ne manque jamais. Donc, même s'il y a 2, on vient là-bas avant de repartir. Mais je viens pendant presque une semaine, presque tous les jours. Pendant une semaine, je vois qu'il y a toujours quoi, les vides. J'ai pensé que peut-être que les jeunes du quartier ils sont partis tous en ville. Donc il faut que je commence à les chercher. Quand je pars, je marche de concession en concession pour demander, ils sont là. Ils sont là. Mais ils sont partis où? Pourquoi ils ne sont plus avec moi? Donc ils ont changé de camp. Donc au fait, il y avait un endroit habituel où on causait avant. Mais lorsque je les ai aperçus, j'ai commencé à causer, ils m'ont dit que quoi? Toi, tu es trop bête. Tu es trop bête. Donc on change. Donc tu crois qu'on va continuer à causer comme ça jusqu'à la fin de nos jours? Non, regarde les grandes personnes, ils sont où maintenant? Donc au fait, au village, il y a quoi? Chez nous, il y a beaucoup de boissons traditionnelles. Plein même, nombreux. Donc, ils sont arrivés à un moment où ils ne veulent plus causer. Donc, ils sont entendus maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils se retrouvent autour des boissons. Donc, c'est là-bas qu'ils tapent les commentaires, ils causent ensemble. Ils commencent également à jouer. Alors, j'étais étonné. Comment au village, j'ai 15 ans, mais les gens qui ont mon âge, je ne suis pas avec eux, comment? Je suis le seul. Donc, c'est impossible. Donc, il faut que je les rejoigne. Mais pour les rejoindre, je dois faire comment? Je dois aussi être comme eux. Donc, on dit souvent que quoi? Qui se ressemble, ça semble. C'est pas ça. Donc, vous ne pouvez pas être ensemble et faire les choses qui sont comment? Différentes. Donc, j'ai rejoint le groupe. Donc, dans le groupe, il y avait franchement ce qu'on appelle quoi? Les boissons, tout genre de boissons traditionnelles. En fait, je pense qu'ici au Cameroun, il y a les boissons traditionnelles que je connais. Le domtol, quoi encore? La Bible. Non, ce qui est spécial ici, le matango. Voilà, le matango. Le matango, c'est spécial pour le Cameroun, non? Nous sommes d'accord? Alors, chez nous, il y a beaucoup de boissons. Donc, il y a par exemple le bilibili, le djala, le argue, le gaboulou, le kundu. C'est beaucoup. Donc, franchement, j'ai commencé à faire comment? À prendre le goût. C'est devenu déjà de comment? Donc, pour la première fois, j'ai pensé que quoi? En prenant, ça va. C'est juste pour être avec les amis. Mais 1 an est passé, 2 ans est passé. J'ai déjà pris goût. Après, j'ai fini la classe de 3e. Lorsque j'ai fini la classe de 3e, je dois partir en seconde C. Mais au village, il n'y a pas la classe de seconde C. Donc, je dois déménager pour partir ailleurs. Lorsque je pars en ville, j'étais dans une famille d'accueil. Et dans cette famille d'accueil, il y avait beaucoup des élèves. On avait réservé 2 chambres pour les élèves. Mais dans une chambre, il y avait déjà 9 élèves. Ils étaient déjà nombreux. Et il n'y a pas de place pour dormir là-bas. Donc, dans l'autre chambre, il y avait quoi? C'est là-bas qu'on gardait les boissons traditionnelles. Donc, puisque c'est une maison, on fait les boissons. On fait les boissons. Donc, on m'a demandé, est-ce que tu veux dormir avec les autres ou tu veux dormir là où on fait les boissons? Donc, imaginez-vous, ma réponse était quoi? Voilà. C'est là où on fait les boissons. Donc, je pars. Donc, à 5 heures, mon petit déjeuner, c'est quoi? La boisson. Je mélange tout. Donc, je prends le argué, la bili, je mélange tout ensemble. Je commence à boire. Donc, lorsque je viens à l'école, mes yeux sont comment? Ils sont rouges. Donc, on avait toujours l'habitude de dire quoi? Ce sont des gens qui sont toujours zoomés. Donc, c'était comme ça. Jusqu'à, je parviens à étudier. Après, j'ai le bac. Lorsque j'ai le bac, je devais également encore changer. Et maintenant, je devais rester dans une famille où les gens sont véritablement des religieux, des chrétiens. Donc, le matin, ils doivent prier, ils doivent écouter la parole, lire la Bible. Franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit que ça c'est encore un autre cas. En tout cas, j'ai pensé que peut-être qu'ici, je vais changer. Pourquoi? Parce que je veux aussi faire comment? Abandonner l'alcool. Donc, j'ai pensé que c'est bon pour moi. Donc, c'était une bonne occasion pour moi. Mais j'ai commencé à faire l'université à l'université. J'ai fait 1 semaine. Les 1 semaine que j'ai fait à l'université, lorsque je reviens à la maison, c'est toujours sans cahier. Donc, je pars à l'université, je reviens toujours sans cahier. Pourquoi? Ce n'est pas de ma faute. Donc, à l'université, souvent, les nouveaux, on fait quoi? On les baptise, on prend tout ce qu'ils amènent. Donc, j'ai senti que je ne peux pas étudier ici à l'université. Donc, je dois changer.
Donc, j'ai fait le concours d'une école professionnelle. J'ai eu ce concours. Donc, après avoir eu le concours, on devait commencer les cours en décembre. Donc, juste après le premier jour, on nous a appelés pour faire comment? Pour nous donner les frais d'inscription. Donc, normalement, ici, lorsque vous vous inscrivez dans une école, vous devez payer, non? Mais là-bas, c'est le contraire. Donc, on vous paye pour acheter les fournitures. Donc, on a eu l'argent pour acheter les fournitures. On était en train de rentrer où? Au marché pour acheter les cahiers, parfois également les livres. Donc, on était au nombre de 4. Les 4 personnes, on a fait la même ville, on a fait le même lycée ensemble. Donc, on s'est retrouvés. On s'est d'abord regardé comme ça, on s'est dit quoi? Donc, il faut juste qu'on prenne un verre et puis on rentre. Donc, on part. Donc, il y a une bouteille qu'on appelle la 33. Dans la 33, ça a 3 verres et demi. Donc, comme nous étions 4, qu'est-ce qu'on a fait? On a divisé. Tchac, tchac, tchac. Maintenant, on a fini les 1 verre, non? On devait rentrer. Mais il y a l'autre qui dit quoi? Non, ça fait longtemps. Donc, aujourd'hui, ne dépensez pas, c'est moi qui vais dépenser. Donc, au lieu de 1 verre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore acheté quoi? Une bouteille pour nous. Franchement, on a pris 1 verre, encore 1 verre, ça va faire combien de verres? On a pris 1 verre plusieurs fois. Je me rappelle ce jour, je suis rentré comment? Étant sous. Et le matin, lorsque je me suis réveillé, j'ai commencé à vérifier ma poche. J'ai vu qu'il restait seulement 20 000 francs. J'ai fait quoi avec l'argent que j'ai reçu? Donc, 90 000. Donc, le matin, je reste avec 20 000 francs. L'argent s'est dilapidé. En tout cas, j'ai senti qu'il faut que je change. Il faut que j'abandonne l'alcool. Mais pour abandonner, ce n'était pas facile. Donc, parfois, je fais une semaine sans boire. Je fais rechute. Lorsque je rechute, je deviens encore plus pire qu'avant. Comme ça, plusieurs fois, jusqu'en 2017. En 2017, la famille s'est rassemblée. On a prié sur moi. Il faut que l'enfant abandonne la drogue. Ils ont dit quoi? Ça, c'est l'effet du diable. Ça, c'est le diable qui veut détruire notre fils. Donc, on a prié comme ça. Franchement, on a beaucoup prié. Et on m'a dit que, ok, on va jeûner ensemble. Ok, on a jeûné pendant une journée ensemble. C'était bon. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui est en train de s'éloigner quand même. Mais lorsque je sors dehors, je vois quoi? Je vois mes amis qui sont là. Et je ne parviens pas à être avec eux. Je me souviens ce jour, je suis rentré encore étant sous. Le matin, j'ai commencé à faire comme à vomir. Lorsque je vomissais, il y avait quoi? Le sang qui sortait. Après, je pars aux toilettes, je chie, qu'est-ce qui sort? Le sang sort. Mais j'ai vu qu'il y a la mort qui est devant ma face. Donc, j'ai senti qu'il y a la nécessité de faire comment? D'arrêter. Mais pour arrêter, ce n'était pas facile. Hein. J'ai essayé plusieurs fois. Ce n'était pas facile. En tout cas, j'espère également qu'en faisant ce cours, vous allez également découvrir quoi? Comment coule le cœur des drogués, des gens qui sont dépendants à l'alcool, soit aux jeux vidéo. J'espère qu'en imaginant également, en réfléchissant, nous tous, puisque nous sommes des experts en changement de mentalité, nous allons rencontrer sur notre chemin quoi? Des gens qui sont addicts à la drogue, à l'alcool. Ce sont des problèmes que nous devons faire comment? Résoudre. Donc, ce cours parle exactement de cela. Donc, dans le schéma que nous avons dans le cours, donc, les drogués, leur cas passe par 6 étapes bien précises. Donc, lorsqu'on regarde ici au Cameroun, il y a beaucoup d'entreprises. Donc, les entreprises ont des structures qui sont bien définies. Donc, ce n'est pas seulement les entreprises. Notre cas également a une structure. Donc, si par exemple, une entreprise qu'on appelle Cadibier, il produit quoi? Uniquement les boissons. Donc, il y a déjà un type de marchandises ou encore de produits qu'ils font. C'est la même chose également. Il y a une structure qui conduit les gens à être addicts. Donc, nous allons voir les structures du cœur qui conduisent les gens addicts. Donc, il y a 3 points. Le premier point, c'est les gens qui ont le cœur de faire facilement confiance à leur propre capacité de se contrôler. Alors, ils pensent que quoi? Juste en prenant une fois la drogue ou encore l'alcool, il ne peut pas être addict. Nous sommes d'accord? Et il va commencer à faire comment? Il va juste essayer. Pourquoi? Même s'il prend une fois, il ne peut pas être addict. Mais on a vu que quoi? En essayant une fois, c'est déjà quoi? Le chemin de l'addiction. Le deuxième point, c'est le cœur à ne pas valoriser la vie droite. Donc, pour ces gens, ils ne voient pas exactement quoi? L'intérêt d'être une personne qui est normale. Donc, en fait, quand tu es normal, c'est comme si tu n'as pas de... Tu ne réfléchis pas bien. Donc, il y a des groupes de personnes que
lorsque tu dis que tu ne bois pas l'alcool, on te considère comme une personne qui est d'un autre monde. Donc, on voit toujours quoi? Il n'y a pas la valeur d'une vie qui est comment? Normale. Alors, lorsqu'on a ce cœur de ne pas valoriser quoi, une vie qui est, de ne pas donner une valeur à une vie qui est droite, qu'est-ce qu'on va faire? On va se retrouver sur le chemin de prendre la drogue ou l'alcool, être dépendant. Et le troisième point, c'est le cœur à ne pas peser les conséquences de ses actes. Donc, si on demande aux gens pourquoi ils volent, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il y a souvent les gens qui ont volé, non? Donc, aujourd'hui également, j'ai posé cette question à l'école. Pourquoi les gens volent? Alors, il y a eu beaucoup de réponses. Donc, parfois, il y a des gens qui ressentent le plaisir seulement lorsqu'ils volent. Hein? Donc, il est seulement content lorsqu'il entend qu'il a volé et que les gens sont en train de chercher les objets. Lui, il est content. Donc, naturellement, comme ça, seulement, il est content quand il vole. Il y a également les gens qui pensent que quoi? Ah, si je vole, on ne va pas m'attraper. Donc, il va réfléchir pour bien voler, pour qu'on l'attrape ou qu'on ne l'attrape pas. Mais il y a également des personnes où, dans leur cœur, c'est quoi? C'est le vide qui les a conduits à faire comment? À voler. Mais lorsqu'on fouille leur cœur exactement, qu'est-ce qui se passe? On peut voir que quoi? Dans leur cœur, ils pensent qu'en volant de cette manière ou encore de cette manière, ils ne vont pas se faire attraper. Ils ont confiance que quoi? En volant d'une certaine façon, on ne va pas les attraper. Puisque dans la société, les gens qui volent, on les traite durement, non? Donc on doit vous fouetter, tu dois partir parfois en prison. Mais puisqu'il a réfléchi de cette manière où il va voler de cette manière, de cette façon, on ne va pas l'attraper, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à voler. Donc il y a également les gens qui pensent que quoi? En prenant la drogue, je ne veux pas être addict à l'alcool. Et puisqu'il ne réfléchit pas également, les conséquences d'être une personne qui est comment? Droguée, une personne qui est addict à l'alcool, qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Il va commencer à prendre. Donc ça, c'est le premier point. Donc la structure du cœur qui incube la dépendance. Donc ça, c'est la première étape. Donc lorsque une personne a cette structure du cœur qui incube la dépendance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à prendre la drogue ou encore l'alcool. Donc le deuxième point, c'est quoi? C'est la rationalisation de la dépendance à partir de la confiance en soi. Donc, il y a souvent deux cas ici. Donc, comme j'avais dit, il y a les gens qui pensent que quoi? En prenant la drogue, l'alcool, ils ne vont pas être addicts. Ou encore, ils peuvent arrêter à un moment donné. Mais il y a également d'autres personnes. Donc, ils cherchent à faire comment? Échapper aux problèmes ou encore aux situations qu'ils rencontrent. Souvent, il y a les pères de famille. Donc, ils pensent que lorsqu'il va rentrer à la maison, il y a quoi? Il y a sa femme qui va l'agacer avec des problèmes par-ci, par-là. Et il pense qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer au bar, il va prendre quoi? Juste un verre. Donc, comme ça, lorsqu'il va rentrer, il va seulement faire comment? Il va dormir, c'est pas ça? Donc, il va oublier ses soucis. Donc, au fait, il est en train de chercher un moyen par lequel oublier quoi? Ses problèmes et ses soucis. Mais ce n'est pas le moyen exact pour résoudre nos problèmes. Donc, en prenant la drogue ou encore l'alcool, on ne peut jamais résoudre nos problèmes. Donc, il y a également, ici, je pense qu'il y avait un ami. Donc, un jour, il a regardé dans une vidéo. Et on avait dit que quoi? Que la drogue stimule quoi? Il stimule l'intelligence. Donc, plus tu prends la drogue, plus tu es intelligent. Donc, il a commencé à faire comment? À prendre la drogue. Et puis, plus tard, il est devenu quoi? Et drogué. Juste une petite pensée. Donc, la structure du cœur qui incube la dépendance. Et puis après, on a quoi? Il pense qu'en prenant la drogue, il ne va jamais être addict à la drogue. Et plus tard, il se retrouve sur le chemin de faire comment? Prendre la drogue une fois, l'alcool une fois. En fait, lorsqu'on parle de la dépendance, il y a beaucoup de cas. Mais aujourd'hui, généralement, je veux parler seulement de quoi? L'addiction à la drogue et à l'alcool. Donc, je veux beaucoup parler de ça. C'est vrai qu'il y a également l'addiction aux jeux vidéo. Mais ce coup, je parle beaucoup plus de l'addiction à la drogue et à l'alcool. Donc, le troisième point, c'est quoi? C'est le moment de l'obscurité totale. Donc, il a essayé une fois, deux fois, et après il a vu que quoi? En continuant à prendre la drogue ou encore l'alcool, il va finir sa vie quoi? Étant misérable. Donc, il va chercher à faire comment? À abandonner. Donc, par exemple, le matin, il pense que quoi? Je dois abandonner. Mais lorsqu'il sort, il retrouve ses amis, non? Donc, il pense que, ah non, je vais prendre une fois encore, je vais arrêter à tout moment. Au fait, c'est un cycle qui est très important. Pourquoi? Parce qu'à ce moment précis, les gens qui réfléchissent bien, qui ont également cette capacité de réfléchir, ils vont faire comment? Ils vont trouver un moyen par lequel également s'en sortir.
Mais cela, ça ne va pas vite se terminer. Donc, il va réfléchir comme ça, le moment d'obscurité totale. Donc, en prenant la drogue une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, franchement, il va voir quoi? Il ne peut pas sortir de la drogue. Et puis plus tard, qu'est-ce qu'il va penser? Il réfléchit, il pense que pour lui d'abandonner la drogue ou encore l'alcool, c'est comment? C'est difficile. Il a essayé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois d'abandonner. Puisqu'il n'a pas réussi, donc finalement, il va croire quoi? Qu'il ne peut plus être libre de l'alcool ou encore de la drogue. Donc, il perd tout espoir de se libérer de sa dépendance. Lorsqu'il perd tout espoir de se libérer de sa dépendance, son cœur sera envoyé par quoi? Par le désespoir. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le désespoir cède la place à quoi? À l'audace de commettre des actes extrêmes. Donc, ici, les gens qui sont véritablement drogués à ce stade, tout ce qu'ils voient, c'est quoi? C'est la drogue. Lorsqu'ils voient un téléphone, c'est quoi? La drogue. Lorsqu'ils voient une personne qui a l'argent, c'est quoi? La drogue. Donc, il va tout faire, que ce soit bon ou pas bon. Ce qu'il cherche à avoir, c'est quoi? Si c'est une activité par laquelle il va obtenir la drogue, pour lui, c'est déjà bon. Donc, pourquoi? Parce que son cœur est rempli totalement de quoi? De désespoir. Il y a également des enfants à ce stade. Donc, dès que tu commences à lui parler, il est sur la défensive. Donc, il est déjà debout. Tu veux faire quoi? Donc, tu lui cherches à faire comment? À bagarrer. Donc, le désespoir cède la place à quoi? À l'audace de commettre des actes extrêmes. Et il y en a qui vont finir quoi? Ils vont finir par faire le surdose, overdose ou encore. Ils vont finir par se suicider. Donc, cette étape est très importante. À partir d'ici, les gens qui réfléchissent bien et qui s'en sortent, qui ne finissent pas par le suicide, ils peuvent faire comment? Sortir de la dépendance. Mais le plus lorsqu'on observe, c'est difficile de voir les gens sortir de cette étape, la quatrième étape, le moment d'obscurité totale. Donc tous les jours, il est là-bas. Il est là-bas. Donc il pense qu'il va abandonner encore. En 2023, il va abandonner. S'il prend une décision en 2023, il va abandonner. Ou encore en 2024, s'il prend sérieusement une décision, qu'est-ce qu'il va faire? Il va abandonner. Mais c'est difficile de sortir de sa dépendance par sa détermination, encore sa volonté. Pourquoi? Parce que notre volonté face à la dépendance est très petite. Également, quoi, notre détermination est très petite. Donc, par notre force, par notre détermination, par notre volonté, personne ne peut sortir quoi, de son addiction, encore de sa dépendance. Donc, après l'étape le moment de sécurité totale, on va voir maintenant l'introspection profonde et début de méfiance envers soi-même. Donc, ici, la personne commence à réfléchir. Il y a des gens qui s'en sortent quand même. Donc, c'est vrai que je ne peux pas m'en sortir de la dépendance. Mais j'ai écouté quoi? Il y a une personne qui a réussi à faire comment? À sortir de la dépendance à la drogue, à l'alcool. Donc, il va commencer à réfléchir. Je vais m'approcher vers cette personne, je vais lui demander comment est-ce qu'il a fait pour faire comment? Pour abandonner l'alcool ou encore la drogue. Donc, il va réfléchir. Lorsqu'il réfléchit profondément, il va découvrir que quoi? Que pour sortir de la drogue ou encore de l'alcool, ça ne dépend pas de sa volonté. Mais il doit recevoir quoi? Il doit recevoir une force qui vient de l'extérieur. Au travers de la force qui vient de l'extérieur, il peut faire comment? Il peut sortir de sa dépendance ou encore de son addiction. Donc ici on dit quoi? Découvrir que sa volonté ne peut pas vaincre la dépendance. Donc on a déjà expliqué cela. Et la dernière étape c'est quoi? C'est le début d'un lien significatif avec les autres. Donc je pense également ici à Yaoundé, il y a des centres de réhabilitation. Je pense que c'est comme ça qu'on prononce. Des centres de réhabilitation des drogués, encore des gens qui sont addicts à l'alcool. Mais si vous partez là-bas et que vous posez cette question, il y a déjà combien de personnes qui ont pu sortir de leur dépendance? Vous allez imaginer quoi la réponse, vous-même vous allez découvrir. Donc, très peu de personnes. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas découvert exactement qui ils sont. Donc, l'introspection profonde et début de méfiance envers soi-même. À partir d'ici, la personne commence à réfléchir que quoi? Il est une personne qui est déjà faussée. Donc, il ne peut pas croire en lui. S'il croit en ses pensées, qu'est-ce qui va se passer? Il va continuer à être quoi? À être addict à la drogue, encore à l'alcool. Et ici maintenant, c'est à partir de la connexion. Donc, le moyen par lequel on peut sortir de sa dépendance,
ça n'existe pas à la personne qui est déjà droguée. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, lorsqu'il a commencé à prendre la drogue ou encore l'alcool, ça détruit sa capacité de faire comment? De réfléchir normalement. Donc, toujours il réfléchit d'une manière qui est comment? Négative. Tout ce qu'il pense, c'est seulement vers quoi? Vers le mal. Donc, il ne peut pas exactement trouver un moyen par lequel s'en sortir. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'il va commencer à faire? S'il découvre exactement qui il est, et qu'il commence à faire comment? Ça poursuit des autres pour écouter les conseils qu'ils vont lui donner, et qui parvient maintenant à faire comment? À garder les paroles qu'on lui a données dans son cœur. Ça peut lui sortir de l'addiction, encore de sa dépendance. Mais la personne qui pense que quoi? Si j'essaye, avec une force que j'ai, si je suis déterminé, en 2024, je vais faire comment? Je vais abandonner. Cette personne, qu'est-ce qu'il va faire? Donc toujours, il va laisser un peu de temps, il va recommencer, il va recommencer. Jusqu'à quand? Toujours. Mais la personne qui réfléchit exactement que quoi? Pour moi de sortir de ma dépendance, je n'ai pas cette force. Je n'ai pas cette capacité. Il peut trouver quoi? L'aide des autres et peut vraiment sortir de sa dépendance. Donc, on a ces 6 étapes. On a premièrement quoi? La structure du cœur qui incube la dépendance. Et la deuxième étape, c'est la dépendance à partir de la confiance en soi. La troisième étape, c'est le cycle de doute de soi, de la confiance en soi. La quatrième étape, c'est le moment de l'obscurité totale. La cinquième étape, l'introspection profonde et le début de méfiance envers soi-même. La sixième étape, c'est le début d'un lien significatif avec les autres. Donc, si on étudie exactement, on peut voir que quoi? Lorsqu'on cause avec un drogué ou une personne qui est addicte à l'alcool, on peut voir exactement, à partir d'ici, il est au troisième étape, quatrième étape, cinquième étape. Mais l'étape du changement, c'est où? C'est à partir de la quatrième étape et cinquième étape. À la cinquième étape est très important. Lorsqu'il réfléchit exactement que quoi? Il est déjà une personne qui est fauchée. Une personne qui est faible, une personne qui a beaucoup de manquements, beaucoup de faiblesses, qui ne peut pas faire quelque chose pour sortir de sa dépendance. Il va commencer à faire comment? À se méfier de soi-même. Donc, lorsque vous avez une méfiance envers une personne, tout ce que la personne va vous dire, est-ce que vous allez quoi? Jamais du tout. Donc, c'est comme ça également le cœur des gens qui font comment? Qui se font méfiance. Donc, toutes les pensées qui vont monter en lui-même, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être méfiant envers ses pensées. Seulement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à s'approcher des autres pour avoir quoi? Avoir un lien. Il va chercher à se connecter. Donc, dans les livres qu'on nous a donnés, les livres du pasteur Oxopak, qui es-tu toi qui m'entraîne? Je pense que le premier chapitre, on nous parle de qui? De Julio. Donc, Julio le toxicomane. Donc, il est parti en Amérique. Et pendant qu'il est parti en Amérique, on a dit quoi? En Amérique, aux États-Unis, la drogue, c'est facile à trouver. Donc, dans les écoles, encore dans les rues, on trouve partout. Et c'est comme ça que Julio commence à faire comment? Il commence à prendre la drogue. Et plus tard, il est devenu quoi? Une personne qui est addicte à la drogue. Mais ce n'était pas un problème au début. Donc, continuellement, il prenait la drogue. Mais à un moment donné, un jour, après avoir pris la drogue, il avait faim, véritablement faim. Donc, il a cherché à faire comment? À manger. Il est parti dans un restaurant. Il a commencé à manger. Lorsqu'il était plein, il a commencé à maintenant regarder autour de lui. Après, il a découvert que quoi? Le restaurant était quoi? Une poubelle. La poubelle. Donc, le restaurant qu'il avait trouvé, c'était quoi? La poubelle. Il a commencé à maintenant réfléchir. Est-ce que je suis normal? Donc, comment je parviens à manger dans la poubelle? Donc, si je continue comme ça, je vais faire comment? Je vais mourir. Il faut que je change. Mais à partir de ce moment, Julio, il continue à faire comment? Il a encore continué sur son chemin. Mais c'est l'étape qui a beaucoup influencé également le cœur de Julio. Donc, plus tard, il s'est retrouvé où? Il s'est retrouvé dans un centre de réhabilitation. Dans ce centre, il y avait beaucoup de drogués. Mais généralement, il y a quoi? Il y a un instructeur qui leur donne des conseils. Mais il a imaginé autour de lui, lorsqu'il a regardé, pendant que l'instructeur parlait, qui écoutait? Personne. Donc, eux tous, ils étaient en train de faire comment? Taper les commentaires. Ils étaient en train de s'amuser. Hein? Mais Julio, il a vu quoi? Qu'il va mourir. Hein? Donc, il a découvert exactement quoi? Que lui, il est cette personne qui va mourir et qui va faire comment? Personne ne va l'enterrer. Il va mourir sur un banc comme ça. Quelle famille? Personne. Donc, à partir de ce moment, également, il avait un grand désir de faire comment? De changer. Mais il a découvert que quoi? Que dans son cœur, il ne peut pas changer. Donc, parce que plusieurs fois, il a essayé de changer,
il a découvert exactement quoi. Il n'y a pas un moyen par lui de faire comment de pouvoir changer ou encore d'abandonner la drogue ou l'alcool. Et c'est comme ça que, en partant du centre de réhabilitation, lorsqu'il a écouté la parole de l'instructeur, qu'est-ce que l'instructeur disait? Si vous voulez changer par vous-même, c'est comment? Impossible. Il faut m'écouter. Écoutez-moi seulement. Donc c'est comme ça que Julio il a commencé à faire comment? Écouter tout ce que l'instructeur disait. Et la parole que l'instructeur donnait est entrée dans le cœur de Julio. Et Julio il a fait comment? Il a fini par sortir de sa dépendance. Mais il y a beaucoup de drogués qui sont partis dans ce centre. Ils ne s'en sont pas sortis. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que, à partir jusqu'à pourquoi ils sont encore drogués? Parce qu'ils n'ont pas encore pris une bonne décision pour changer ou encore pour abandonner la drogue. Ils pensent que s'ils prennent ne serait-ce qu'une bonne décision, une fois pour toutes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils peuvent changer. Mais en réalité, une personne qui est déjà addict, il ne peut pas changer par lui-même. Il a besoin de quoi? Il a besoin d'une force qui vient de l'extérieur, qui va l'aider à faire comment sortir de sa dépendance ou encore de son addiction. Donc, il y a dans le livre également, on a parlé de Michael John White. Donc, lui aussi, il était tombé dans l'addiction. Et lorsqu'il est tombé dans l'addiction, c'était difficile pour lui. Donc, à la maison, on lui a donné une seule tâche à faire. Pas beaucoup de tâches. Par exemple, nettoyer. Son père et sa mère sont partis où? Ils sont partis en voyage pendant 1 mois. Et pendant que son père et sa mère étaient en voyage, donc, la mission qu'on a donnée à Michael John Brody White, cette mission, il était même incapable de faire. Donc, les jours passaient sans qu'il se rende compte. Donc, il y a une seule chose qui passe dans sa tête, c'est les traces de caca qu'il laissait. Parce qu'à chaque fois qu'il prend la drogue, il est incapable même de partir aux toilettes. Il chie sur lui, il se rappelle que quoi? L'autre jour, j'ai chié où? Au coin là-bas. L'autre jour, j'ai chié où? Dans la chambre. C'est comme ça qu'il se rappelle seulement des jours. Il n'y a pas un autre moyen. Alors, plus tard, lorsque il est parti dans un temps de réhabilitation, il a découvert que quoi? Pour qu'une personne qui est droguée puisse changer, il faut que la personne soit comment? Il soit honnête envers lui-même. Lorsque vous prenez souvent les gens qui sont addicts à la drogue, ils pensent qu'ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. J'ai dit qu'au début, il y avait un jeune qui est ici, c'est un addict à la drogue. J'ai commencé à causer à lui. Je lui ai demandé, est-ce que tu n'as pas de problème? Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Alors que sa mère l'a amené où? Il dit que je n'ai pas de problème. Mais j'étais étonné. Pourquoi tu n'as pas de problème? Il a commencé à me dire, le matin je me lève, je prie à Dieu, je viens à l'église, c'est pour ça que je n'ai pas de problème. J'ai dit, En fait, il se ment lui-même. Pourquoi? Au lieu de dire exactement, il connaît exactement son problème. Mais accepter d'abord premièrement qui il est, il n'accepte pas. Donc il pense qu'il n'a pas de problème. Alors pour les drogués, pour qu'ils changent, il faut que la personne soit quoi? D'abord honnête avec qui que soit. Lorsqu'il est honnête avec qui que soit, il va commencer à faire comment? Partager ses faiblesses et ses manquements. Naturellement, lorsqu'on partage ses faiblesses et ses manquements, on aura fait comment? On va trouver des personnes qui auront compassion de nous. C'est pas ça? Ils vont compatir avec nous. Et ils vont donner quoi? Les aides qui vont nous faire sortir de notre dépendance. Mais lorsqu'on commence déjà à faire comment? À mentir aux gens. Par exemple, pour lui, lorsqu'il était dans le centre de réhabilitation, il y avait un moment où les gens partageaient. Ils partageaient leurs cœurs, partageaient leurs difficultés. Mais à chaque fois que lui prenait la parole, qu'est-ce qu'il racontait? Il racontait des histoires pour faire rire les gens. Fini. Donc tout ce qu'il trouvait à faire, c'est faire comment? Il réfléchit comment raconter des histoires pour que les gens puissent faire comment? S'éclater, les gens rient. Mais à l'intérieur lui-même, dans son cœur, qu'est-ce qu'il a? Il y a un problème. Parce qu'il n'est pas honnête avec qui? Avec les gens qui l'entourent. Mais à un moment donné, on lui a demandé de partager son cœur. Et subitement, il a commencé à ouvrir sa bouche. Il a commencé à partager exactement quoi. Lui, c'est une personne qui est incapable. Lorsqu'il était à la maison, il chiait sur lui, il chiait dans la maison, il prenait la drogue, il était incapable même de balayer. Et il a senti que les gens étaient attentifs maintenant, les gens l'écoutaient attentivement. Après, il s'est levé. Il a pensé que quoi? Peut-être pourquoi? Parce que puisque les gens ne rient pas, on ne l'aime pas, on l'a mal accueilli. Et dès qu'il a fini son partage, il s'est levé, il a commencé à fuir. Mais à un moment donné, il y a une personne qui le connaissait bien, il est parti, cette personne l'a attrapé. Il a dit quoi? Michael, depuis que tu es venu, c'est maintenant, aujourd'hui que tu as parlé. C'est ce que nous voulons entendre depuis.
Hmm. Donc, il a réalisé que quoi? Ah, peut-être que... Donc, avant, il se trompait. Donc, lorsqu'il donnait des faux témoignages, lorsqu'il racontait je sais pas, des histoires pour faire rire les gens, ça n'a jamais aidé. Mais lorsqu'il a partagé exactement qui il est, il a trouvé au moins une personne qui l'a fait comment? Qui a compati avec eux, avec lui. Il est revenu dans ce centre et c'est comme ça qu'il a fait comment? Il a trouvé une force qui venait de quoi? De ses collègues. Par les liens, la connexion des autres. Et il a pu parvenir au changement. Donc, pour que les gens qui sont déjà addicts qui puissent sortir, on a dit que quoi? On prend la drogue, pourquoi? Parce qu'on manque de maîtrise de soi. Nous sommes d'accord? On n'arrive pas à maîtriser nos désirs, nos sentiments, nos émotions. Mais en réalité, la personne qui est déjà addicte, pour sortir de son addiction, ce n'est plus la maîtrise de soi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas déjà ça. Depuis longtemps, sa tête, son cerveau est déjà formaté. Dans le sens où il réfléchit seulement à faire comment? Il cherche seulement à trouver la drogue. Donc, ces genres de personnes, ce n'est plus la maîtrise de soi. Mais il faut les contrôler. Donc, je pense que le cours qui suit va parler de ça. Donc, il y a une vérité que nous devons savoir. C'est vrai, ici, il y a des gens qui ont déjà pris l'alcool une fois. Est-ce que je mens? Il y a des gens qui ont pris la drogue une fois, nous sommes d'accord? Mais la réalité, c'est que quoi? C'est que notre cœur est très sensible par rapport à la dépendance. Donc, ce n'est pas l'extérieur, c'est l'environnement qui est à l'intérieur de nous. Donc, pourquoi? Parce qu'on a dit que quoi? Tous les jours, le cœur est à la recherche des faits comment? Accomplir les désirs. Donc, c'est pour ça que notre cœur est très sensible par rapport à la dépendance. Donc, tout le monde. Donc, cette vérité, nous devons le savoir exactement. Donc, les gens qui sont tombés dans la dépendance à l'alcool, encore la drogue, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas reçu une bonne éducation, mais parce qu'à un moment donné, ils ont raté quoi? Ne serait-ce que le début, ils ont pensé qu'ils ne peuvent pas être addictés à la drogue, encore la dépendance. Ils ont pensé que quoi? S'ils prennent la drogue ou l'alcool, ils vont sortir de leurs problèmes, de leurs difficultés. Ils ont aussi pensé que quoi? La drogue est bon. Ils ont commencé à prendre. Et ils sont tombés où? Dans la dépendance. Donc, nous devons savoir que quoi? Notre cœur est très sensible par rapport à la dépendance. Donc, même les gens qui sont drogués, addicts à la drogue, à la dépendance, que vous allez les rencontrer, il faut savoir cette vérité à la base. Le cœur de tout le monde. Donc, avec cette base de cœur, je pense que pour causer avec eux, ce sera très facile. Et le deuxième point, c'est que quoi? Pour sortir de la dépendance, il n'y a pas une force en la personne qui est déjà dépendante pour lui faire sortir de sa dépendance. Mais il faut quoi? Il faut une force extérieure. Lorsqu'il reçoit une force qui vient de l'extérieur, il peut faire comment? Il peut recevoir un changement et sortir de sa dépendance. Je pense que je vais m'arrêter jusqu'ici. Je vous remercie. Merci, professeur Rimte Amos Genambay, pour cette excellente présentation sur les modèles d'addiction du cœur. Nous avons pu écouter attentivement la présentation concernant l'addiction. Le problème profond de l'addiction, c'est un problème qui émane du cœur. Et ces personnes-là qui ont une forte confiance en eux-mêmes, qui croient en elles-mêmes et en leurs capacités, ces personnes ont plus tendance à se retrouver dans la dépendance. Et durant la présentation, l'expert, il a principalement parlé de la dépendance par rapport à l'alcool et également par rapport aux drogues. C'était juste des modèles. Mais vous également, le moment est venu pour vous aussi de réfléchir profondément dans votre cœur, d'entrer au-dedans de vous. Quelle est votre dépendance? Donc naturellement aussi le cœur a tendance à tomber dans la dépendance. Ça peut être une dépendance positive, une dépendance négative. Donc vous également, forcément dans votre vie, en fouillant dans votre cœur, il y a une dépendance à laquelle vous êtes attaché. Et cette dépendance probablement affecte négativement votre vie et également celle de votre entourage. Donc, en méditant profondément, vous devez chercher et trouver quelle est votre dépendance. Certains sont dépendants au téléphone, on dit les jeunes générations toutes baissées. Certains sont dépendants au travail. Tellement dépendants au travail que ça affecte sa relation avec ses proches. Il y a aussi cette dépendance-là. Elle est silencieuse, mais elle agit beaucoup.
Ce qui fait que la plupart des gens qui sont dépendants au travail, à la fin de leur vie, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas goûté la saveur de la vie. Donc tout de suite, nous allons accueillir un expert qui viendra nous montrer comment être affranchi de l'addiction, affranchi de la dépendance négative. Donc, sur vos ovations, s'il vous plaît, le professeur Pierre-Pascal Mveleux. Bonsoir mesdames et messieurs, comment vous allez ce soir? Tout le monde se porte bien? Je profite de l'occasion pour saluer également ceux qui nous suivent en région. Aujourd'hui nous allons voir notre dernière leçon, n'est-ce pas, de l'unité 2, portant sur la maîtrise de soi. Je suis l'expert Mveleux Pierre-Pascal, je suis spécialiste des cœurs isolés. Et je suis également formateur en Mind Education au complexe scolaire Béni Souza. Aujourd'hui, nous allons voir l'unité 2, la maîtrise de soi. Nous avons abordé déjà le chapitre 3 qui est intitulé Bonheur et maîtrise de soi. La 4e leçon de ce chapitre va porter sur être affranchi de la dépendance. Au début de cette leçon, nous aurons 3 objectifs. Premièrement, nous allons décrire l'histoire de Scott Strode, qui essaie de nous montrer comment est-ce qu'on peut sortir de la dépendance à travers ce qu'il appelle une communauté nourricière. Le deuxième objectif de notre leçon, c'est d'expliquer comment le cœur, notre cœur, votre cœur, est comme un récipient et comment, pour sortir de la dépendance, nous devons le remplir d'espoir. Et enfin, nous allons donner les raisons pour lesquelles quelqu'un qui est sorti de l'addiction peut retrouver la reconnaissance, n'est-ce pas, dans l'histoire de sa vie. Donc voilà les 3 points de notre leçon de ce soir. Au début de cette leçon, je voudrais vous inviter à suivre cette vidéo. I am a person in long-term recovery from a substance use disorder. And what that means is I haven't smoked crack, snorted a line of cocaine, or touched a sip of alcohol in over 19 years. I had my first beer at 11. One of my cousins gave it to me. I had my first line of coke at 15. I had just gotten out of a psych ward for being suicidal. From 15 to 24, I drank and used my way through life and eventually ended up in Boston. At that point, my addiction had gotten so bad that I was paranoid and afraid of everything. I found myself locked in my apartment, and there in the dark, huddled on the bathroom floor, I had been using cocaine for almost 24 hours straight. My heart was pounding, and it felt like it was going to explode in my chest. I knew that's how I was going to die. And when the sun rose on Boston that morning, do you know what I thought of? I thought of my mom. I thought somebody is going to have to tell her that her son died on a bathroom floor from a cocaine overdose, and that's the last night I used. No one ever dreams they're going to grow up to be an addict. I found my way into a boxing gym, and something about getting in the ring for the first time helped chip away at my addiction. Eventually, I saw a brochure for ice climbing, and on the cover was this guy on a steep ice climb, and I thought, I want to try that. I signed up for a class, and I didn't know it at the time, but I had begun my path of recovery.
See, there's something special that happens when you tie into a climbing rope for the first time in the winter. You look up at the glacier or the climb ahead of you, and everything else seems to melt away. All the problems, all your worries, all the shame and self-loathing from your addiction that so many addicts feel. It all drifts away and you're left just in that moment. All you hear is the crunch of the snow under your crampons, the sound your ice axe makes when it cracks into the deep blue ice, the sound of your breathing as it drifts away and is muted by the soft falling snow. In that moment, in that place, I caught a glimpse of the possibility of who I could be, courageous and confident. Climbing would evolve into racing mountain bikes, doing triathlons, eventually racing Ironman. And every time I stood on top of a mountain or crossed the finish line, I was a little bit more a climber and a little bit less an addict. I was fortunate. I found hope on a mountaintop. And from that hope, I began to heal from my addiction. But for so many people that are still in their addiction, it can feel pretty hopeless. An estimated 23 million Americans struggle with a substance use disorder, and the average American is more likely to die from an overdose than a motor vehicle accident, a mass shooting, and a terrorist attack combined. So many of us get a loved one plugged into formal treatment and we think, now they're going to be fixed. Only to find out that 40 to 60% of people coming out of formal treatment will relapse within the first year. Why is that? I think we can't talk about healing from addiction unless we also talk about healing from trauma. I'm not just talking about the big traumas, growing up in a war-torn country, physical and sexual abuse, but I'm talking about those little traumas. What it felt like when your parents got divorced. What it felt like when you were bullied in school. What it felt like when you were abandoned by that loved one. Even though these traumas don't leave a wound that we can see, they affect how we see the world. I believe that trauma is the #1 public health crisis. Alors, l'histoire que vous venez de suivre, son histoire est très longue, mais nous avons voulu juste vous donner quelques éléments, n'est-ce pas, de son histoire. En fait, le monsieur que vous venez de voir s'appelle Scott Strode. Et il est de nationalité américaine. Et durant son jeune âge, il a rencontré une situation. Son père était mentalement instable. Et l'instabilité de son père a fait en sorte que, à l'âge de 11 ans, il a commencé à boire suffisamment. Il a commencé à 15 ans à consommer de la cocaïne. Et sa consommation de la cocaïne était tellement importante que, un soir, pendant qu'il était chez lui, il se retrouvait justement en train de consommer de la cocaïne pendant 24 heures d'affilée. Alors, c'était vraiment une overdose. Et pendant qu'il était dans cette situation, il s'est posé la question de savoir s'il arrivait que je meure maintenant et qu'on allait annoncer la nouvelle à ma mère. Quel serait, n'est-ce pas, l'état de ma mère? Comment est-ce qu'elle va apprendre cette nouvelle? Lorsqu'il a pensé comme ça, automatiquement, il a décidé dans son cœur de démissionner. Et il se rendait souvent à la salle de gym, à la salle de sport. Et il allait souvent faire cette séance de boxe à la salle de gym. Et pendant qu'il allait, un jour, il a ramassé un dépliant. Et ce dépliant, il a lu qu'il y avait un sport extrême. N'est-ce pas, c'est-à-dire qu'on grimpait sur les montagnes pleines de glace, comme vous avez vu en image. Et il a commencé vraiment à faire ce sport. Et pendant qu'il faisait ce sport, pendant qu'il essayait de gravir les collines, il se rendait compte que de plus en plus, il avait moins de... À cause des défis qu'il devait relever, n'est-ce pas, pour gravir cette montagne,
il avait de plus en plus envie de défier et de moins en moins envie de consommer, n'est-ce pas, la drogue. À ce moment, il a pris plaisir à cela. Il a commencé, n'est-ce pas, à faire plusieurs sports, parmi lesquels le triathlon. Et il a fait vraiment beaucoup de sports. Et à la fin, il s'est rendu compte qu'effectivement, pendant plus de 2 décennies, il n'avait plus consommé de drogue. Alors, il s'est dit, certainement, si je suis sorti de cet état, il faut que je fonde une compagnie qui va permettre à ceux qui sont dans le même état que moi, vraiment de sortir aussi de cet état de dépendance. Donc voilà comment il devient donc fondateur de Phoenix Multisport. C'est vraiment un grand centre de rééducation, n'est-ce pas, pour les personnes dépendantes aux États-Unis. C'est un centre très célèbre, c'est un centre qui fait dans le bénévolat. Et vraiment, depuis qu'il a créé ce centre, il est parvenu à faire sortir près de 22 000 personnes, n'est-ce pas, de l'addiction. Alors, la proposition, la solution qu'il a donnée, il a dit, pour que nous puissions sortir de la dépendance, il faut qu'on crée ce qu'on appelle une communauté nourricière. Et il a dit, beaucoup de gens ne connaissent pas que pour être dépendant, ça ne dépend pas de notre volonté. Pour être addict, ça ne dépend pas de notre détermination. Il y a des moments où nous rencontrons des situations dans notre vie, nous rencontrons des traumatismes. Et il a dit, les traumatismes, les petites situations traumatisantes que nous vivons au quotidien finissent par former, n'est-ce pas, de grandes situations traumatisantes et à la fin, on finit par plonger dans la dépendance. Donc pour lui, le point essentiel, lorsqu'on veut traiter la dépendance, c'est qu'il faut partir, n'est-ce pas, du traitement des traumatismes. Plusieurs fois, pendant que nous vivons, il arrive qu'on rencontre des situations graves, telles que les accidents de circulation. Parfois, c'est des tremblements de terre, parfois c'est des séismes. Parfois aussi, il peut arriver que on rencontre des situations de viol dans certains pays. Dans certains pays aussi, lorsqu'on rencontre ces situations, les personnes qui rencontrent de telles situations, véritablement, ce sont des grands traumatismes. Et pour Scott Stroud, c'est ce qu'il faut aller traiter. Lorsqu'on est déjà au niveau où on est dépendant, c'est parce qu'au départ, on n'a pas pu traiter ces situations de traumatisme. Et plusieurs personnes qui se retrouvent dans cet état de traumatisme ont la volonté de sortir, ont la détermination de vouloir sortir. Alors, leçon principale, nous allons dire que on retient de l'histoire de Scott Stroud que c'est la communauté nourricière qui est en réalité la solution pour sortir de la dépendance. Il a essayé de montrer comment est-ce qu'on peut arriver à la communauté nourricière en 3 étapes. Premièrement, il faut déterminer quel traumatisme on a vécu dès notre jeune âge. Donc, autour de vous, s'il y a des personnes qui sont dépendantes, qui sont addictes, allez toujours rechercher, vous allez voir que ces personnes ont rencontré des situations traumatisantes dans leur vie. Alors pour lui, le traumatisme, c'est le plus grand coupable de la dépendance. Deuxième élément, c'est que ces situations traumatisantes ont des conséquences sur notre vie. Ces traumatismes finissent par nous conduire à faire comment? À tomber dans la dépendance. Et plusieurs fois, on essaye, pour sortir, n'est-ce pas, de ces situations traumatisantes, on prend l'alcool, on prend la drogue. En fait, ce n'est qu'un moyen que les gens trouvent pour sortir des situations traumatisantes qu'ils ont vécues. Troisième élément comme solution, il nous dit, c'est la communauté nourricière. Et donc, la communauté nourricière ici, c'est tout simplement un ensemble de personnes qui vont nous aider, n'est-ce pas, à ne pas, n'est-ce pas, nous retrouver en situation de dépendance. Pour Scott Stroud, autant pour moi, lorsqu'il s'est retrouvé, n'est-ce pas, en salle de gym, il était avec plusieurs personnes qui faisaient le sport. Et parce qu'il était dans cet environnement, il ne pouvait plus avoir, n'est-ce pas, pour focalisation, la drogue. Donc, la communauté nourricière est importante. Pourquoi? Parce que seule, quelle que soit notre volonté, notre détermination de sortir de la dépendance, c'est impossible. On a besoin, n'est-ce pas, de vivre dans un environnement où
nous sommes avec les autres. On a besoin de la main tendue des autres. Donc on retient ici que la communauté nourricière est importante. La communauté nourricière va nous conduire à faire des choses qu'on ne veut pas. La communauté nourricière va s'ingérer dans notre vie. La communauté nourricière va, même lorsqu'on ne veut pas, lorsqu'on veut rentrer dans la situation de dépendance, va pouvoir nous questionner et nous ramener à une vie normale. Donc voilà un peu ce que Scott Stroud nous a proposé. Alors lorsque nous commencions cette leçon, nous nous sommes dit, on ne peut pas parler véritablement de comment est-ce qu'on peut être libéré de la dépendance si on ne connaît pas déjà les différents types de dépendance. Alors, on a essayé de voir, premièrement, on a catégorisé cela en trois. Il y a la dépendance matérielle, il y a la dépendance physique, il y a la dépendance mentale. La dépendance matérielle, ça renvoie tout simplement aux stupéfiants, l'alcool, la drogue et tout ce que vous connaissez comme stupéfiants. Ensuite, on a la dépendance physique, les jeux vidéo, les jeux de hasard, l'internet, la cuisine, le sexe, tout ce que vous connaissez. Et puis, il y a la dépendance mentale, l'inquiétude, la dépression, l'angoisse, la détermination, la volonté. Donc, voilà les formes de dépendance. Et nous allons même voir plus loin qu'il y a encore des formes de dépendance auxquelles nous ne sommes pas, en fait, qui n'attirent pas souvent notre attention, mais qui nous rendent véritablement dépendants. Alors, ici, je voudrais vous parler de mon histoire. Lorsque j'étais jeune, moi aussi, j'ai été dépendant aux jeux vidéo et aux jeux de hasard. Et ma dépendance a commencé suite à une situation que j'ai vécue dans la famille. J'ai mon grand frère qui est malade, il a la maladie mentale. Donc c'est une situation qui a beaucoup affecté, non seulement moi, mais l'ensemble de la famille. Et ce qui fait que de très jeunes, des parents ayant investi beaucoup d'argent pour le sortir de cette situation, ce qui fait que nous, les jeunes, on n'était vraiment pas pris en considération parce que toute la focalisation des parents, c'était comment assurer son traitement et le faire sortir de cette situation de maladie mentale. Donc, ce qui fait que très jeune, on a appris à se débrouiller très jeune. On a appris vraiment à vivre une vie, je peux dire, dépendant, sans trop être lié par les parents, très jeune. Donc, ce qui fait que très jeune, j'ai commencé à fréquenter les salles de jeux vidéo, j'ai commencé à fréquenter les bars, j'ai commencé à fréquenter les salles, n'est-ce pas, de cinéma. Véritablement, dans ma jeunesse, j'ai véritablement été lié par les jeux vidéo. Et les jeux vidéo, pour moi, c'était d'abord au départ le plaisir. C'était, je jouais pour le plaisir, pour la gloire, pour l'honneur. Mais, ayant joué comme ça pendant longtemps, vraiment beaucoup d'années sont passées, je jouais aux jeux vidéo. Il est m'arrivé une fois, j'étais devenu kachika, c'est-à-dire que le responsable de la salle de jeu, parce que j'étais tellement abonné là-bas, il a décidé de faire comment, de faire de moi responsable, le kachika, comme on disait. Donc c'est moi qui devais gérer sa salle de jeu à son absence. Et une fois, j'ai passé la nuit dehors, parce que je gérais la salle de jeu. Alors, le lendemain, ma mère s'est présentée devant ce monsieur. Elle a dit, la prochaine fois que je trouve mon fils dans cette salle, je vais venir casser tous les appareils qui sont ici. Et c'est comme ça que le monsieur m'a demandé, a dit que je ne devais plus passer là-bas. Mais comme si ça ne suffisait pas, j'ai toujours continué à aller dans les salles de jeux vidéo. Derrière mon établissement, j'étais au lycée des Foulanes, il y avait une salle de jeux. Donc, on escaladait le lycée et on allait rester là-bas. Je fuyais les cours, ce qui fait qu'en 4e même, j'ai redoublé. Parce que j'étais abonné dans les salles de jeux vidéo. Véritablement, c'est une situation très grave. Même au quartier, j'avais un ami qui avait une PlayStation. Donc, il avait sa chambre, il était vraiment libre. Et parfois, j'allais dormir là-bas. Je revenais le lendemain seulement. Mes parents ont tout fait pour me sortir de là, mais c'était impossible vraiment pour eux de me sortir de là. Donc, pour moi, vraiment, sortir la dépendance aux jeux de hasard, aux jeux vidéo, je ne suis pas parvenu par ma détermination. Parce que mes parents ont tout fait pour me sortir de là, mais ils n'ont pas pu. Mais, à un moment donné, pendant que je jouais les jeux, j'ai pensé que les jeux vidéo, c'était plus intéressant. Il faut qu'on commence les paris. Donc, ce qui fait que quand on jouait la PlayStation, on pariait l'argent. Et ça avait encore plus, il y avait plus d'enjeux. Et vraiment, c'était encore plus captivant qu'avant. Donc, ce qui fait que j'ai commencé à investir de l'argent dans les jeux vidéo. Et parce qu'il faut investir de l'argent, il faut également travailler cet argent. Donc j'ai également commencé à travailler de l'argent. Et tout cet argent finissait où? Dans les jeux vidéo. Parfois je gagnais, parfois je perdais. Et véritablement, je ne peux pas sortir de là par moi-même.
Mais en 2008, quand j'ai rencontré AOF, AOF ne m'a pas dit d'arrêter aux jeux vidéo. AOF ne m'a pas enseigné, il faut arrêter les jeux vidéo. Mais lorsque je me suis retrouvé dans AOF, parce qu'à AOF, il y a beaucoup d'activités, ce qui fait que je n'ai plus le temps pour me retrouver en train de faire comment? En train de jouer aux jeux vidéo. Donc je me suis retrouvé indépendamment de moi-même ou dans une communauté nourricière. Et cette communauté m'a nourri jusqu'à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je suis très reconnaissant. Donc la dépendance, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire, on peut sortir là par notre détermination, par nos efforts. Même les gens qui sont autour de nous, ils ont la volonté de nous faire sortir la dépendance, mais ils ne peuvent pas. Ça montre que véritablement, par nous-mêmes, on n'a pas la capacité de sortir. Et les gens qui sont autour de nous aussi ne peuvent pas nous faire sortir de là. C'est pour cela qu'on a besoin d'être dans un environnement, n'est-ce pas, où véritablement, à la place, n'est-ce pas, de ce qui occupe notre cœur, on peut faire comment? On peut avoir aussi des personnes qui peuvent nous donner une nouvelle direction. Des personnes qui peuvent recadrer notre vie et nous permettre de vivre, n'est-ce pas, une expérience nouvelle. Ici, ce qu'on voit en image, c'est un jeune Chinois. Et il a passé par presque 24 heures d'affilée en train de jouer aux jeux vidéo. C'est vraiment un temps énorme, n'est-ce pas? Qui peut passer une journée étant assis comme ça? Il joue aux jeux vidéo toute une journée. C'est vraiment un temps énorme. Mais, qu'est-ce qui est arrivé à ce jeune homme? La suite. Alors, ce jeune homme est décédé. Il est décédé. C'est une situation vraiment très grave. Donc, je pense que moi, j'ai échappé à cette situation. J'ai reçu beaucoup de grâce de ne pas me retrouver dans cet état. Parce qu'il y avait des moments, moi, je passais une journée pleine. C'est-à-dire qu'on reste du matin jusqu'au soir en train de jouer. Mais je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas mourir. En fait, j'aurais dû mourir. Peut-être que je ne serais pas là en train de parler aujourd'hui. Donc, véritablement, la dépendance, c'est quelque chose de très grave. Ensuite. Alors, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, sortir de la dépendance. Comme j'ai dit au départ, la dépendance, c'est quelque chose qui est vraiment, je peux dire comment, qui est aliénant, qui est captivant et qui nous empêche par notre détermination de pouvoir sortir. À l'image ici, la dépendance est comme un sable mouvant. Si vous avez déjà vu les sables mouvants, lorsque vous mettez un pied dans un sable mouvant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la détermination de faire comment? De vouloir enlever ce pied. Mais plus vous essayez de faire les efforts, plus vous faites comment? Vous vous enfoncez davantage. C'est la même chose avec la dépendance. Plus on essaye de sortir par notre détermination, plus on fait comment? On finit par se noyer. Alors, pour parler véritablement de comment être affranchi, il faut d'abord connaître comment est-ce que véritablement l'homme, quelle est la limite de l'homme, quelle est la nature de l'homme véritablement. Pour véritablement révéler la nature de l'homme, on prend souvent cette légende amérindienne sur les deux loups. Et on dit généralement que véritablement l'homme, c'est-à-dire la nature de l'homme dépend de quoi? Du loup qui est le plus nourri entre les deux. Si on dit entre le loup blanc et le loup noir, qui va vaincre? Certainement, certains vont dire le blanc, d'autres vont dire le noir. Mais en réalité, la légende amérindienne nous apprend que c'est le loup qui est le plus nourri qui fait comment? Qui finit par gagner ce combat. Alors c'est la même chose avec la dépendance. Plus nous nourrissons la dépendance, plus nous faisons comment? Elle finit par nous vaincre. Donc celui qui nourrit davantage la dépendance, la situation de dépendance, il finit par être vaincu par cette situation de dépendance. C'est pour cela que pour Scott Stroud, sortir de la dépendance, c'est véritablement être dans un environnement où on va apprendre à nourrir autre chose que la dépendance. Alors, premier point de notre leçon, nous allons parler des cœurs remplis d'espoir, de gratitude et de joie. Scott Stroud nous a dit que lorsqu'il était dans la communauté nourricière, pour lui de sortir, c'est parce qu'il a vécu dans un environnement où
On lui a procuré cette joie, cet espoir, cette gratitude. Pendant qu'il grimpait la montagne, il est arrivé plusieurs fois où la montagne lui a fait comment? A retiré, n'est-ce pas, les pensées habituelles qu'il avait, n'est-ce pas, de dégoût envers lui-même. Et cette montagne lui a donné l'espoir, n'est-ce pas, de continuer, d'aller de l'avant et de pouvoir défier tout ce qu'il pouvait rencontrer comme difficulté. Donc, véritablement, un cœur rempli d'espoir, de gratitude, de joie, c'est le premier remède pour être affranchi de la dépendance. Alors, notre cœur ici est comme, vous voyez en image, un récipient, un vase, un bol. Alors, ça dépend de ce qu'on va mettre à l'intérieur de ce bol. Si nous mettons des situations traumatisantes, si nous mettons, n'est-ce pas, des situations de dépendance, à la fin, nous serons comment? Nous serons saisis et captivés par la dépendance. Mais si nous mettons l'espoir, si nous remplissons notre cœur de gratitude et de joie, à la fin, nous serons comment? Nous serons des personnes qui pourront être affranchies de la dépendance. Donc, même si on a la volonté, même si on a la détermination, véritablement de sortir de la dépendance, ça ne veut pas dire qu'on va sortir. Il faut qu'on se retrouve dans un contexte où, véritablement, on peut échanger ce qu'on avait mis à l'intérieur de notre cœur contre autre chose. Et pour échanger cela, ça demande qu'on vide premièrement tout ce qu'on avait mis où? Dans notre récipient au départ. Si ce qu'on a mis dans notre récipient n'est pas vidé, on ne peut pas remplacer par la gratitude, la reconnaissance. Alors ici, c'est mes collègues, les membres de l'accueil du protocole de AYF. Et là, c'était la cérémonie de mon mariage. Ils étaient vraiment très contents. Ils étaient très heureux. Alors, on peut voir que lorsque les gens sont heureux, sont joyeux, lorsque les gens véritablement sont pleins, remplis, n'est-ce pas, d'espoir et de joie, véritablement, ça les met dans des situations où ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, tomber dans les situations de dépendance. Ils ne peuvent pas être, n'est-ce pas, vaincus par la dépendance. Alors, deux éléments nous permettent, n'est-ce pas, de comprendre comment est-ce que avoir un cœur joyeux, c'est un bon remède. Premièrement, lorsque vous êtes joyeux, vous constatez qu'il n'y a plus de place dans votre cœur pour le désespoir. Il n'y a plus de place pour la haine. Il n'y a plus de place pour ces deux éléments-là. Et vous pouvez toujours être heureux. Deuxièmement, lorsque vous vous retrouvez dans une situation de... Deuxièmement, vous vous rendez compte que votre cœur a la force d'avancer et de vous mettre, n'est-ce pas, au défi d'une nouvelle vie épanouie. Donc, véritablement, lorsqu'on est joyeux, lorsqu'on est heureux, lorsqu'on a la gratitude et la reconnaissance, cela produit quelque chose, je peux dire comment, d'extraordinaire. Et celui qui est véritablement toujours joyeux, toujours reconnaissant, il ne pourra jamais être comment vaincu par la dépendance. Il ne pourra jamais être soumis à la dépendance. C'est pour cela que même la Bible nous dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. C'est un bon remède. Alors on peut conclure que quoi? La dépendance, c'est comme la situation d'une personne qui est en train de tomber. Et lorsqu'elle est en train de tomber, véritablement, il n'y a plus vraiment d'espoir. On a besoin tout simplement de quoi? D'une main tendue. S'il n'y a pas de main tendue, naturellement, on va tomber. Donc le dépendant de lui-même ne peut pas sortir de sa situation. Il a besoin d'accepter la main qui lui est tendue. Le deuxième point de notre leçon, c'est de voir comment est-ce que, même si on a eu un passé de dépendant, il est possible de faire comment? De sortir de la dépendance. Il est possible d'être affranchi de la dépendance. Quel que soit notre passé de dépendant, quelle que soit la forme de dépendance à laquelle nous avons été, n'est-ce pas, soumises, il a cet espoir-là que nous pouvons sortir de là. Donc, véritablement, la dépendance n'est pas un phénomène irréversible. On a besoin, n'est-ce pas, on peut sortir de la dépendance. Il y a cette possibilité. S'il n'y avait pas cette possibilité, je ne serais pas là aujourd'hui, naturellement, pour vous donner cette leçon. Donc, je suis très heureux parce qu'il y a cette possibilité. Alors, même si on veut sortir de la dépendance, véritablement, ça ne veut pas dire qu'on va sortir. On a besoin de quoi? De vivre dans une communauté nourricière. Et la communauté nourricière va nous mettre dans un environnement où on pourra, n'est-ce pas, recevoir de l'espoir, on pourra, n'est-ce pas, recevoir l'amour des autres, on pourra recevoir, n'est-ce pas, le soutien des autres. Parce que ce sont des choses très importantes. On pourra recevoir le conseil des autres. Et à travers ça, nous pouvons faire comment? Nous pouvons être affranchis de la dépendance.
Donc, la reconnaissance survient lorsqu'une personne ayant des faiblesses et des lacunes reçoit l'aide, le soin, l'amour des autres. Cette personne peut vivre une vie meilleure. Les gens qui vivent avec la gratitude ont connecté leur cœur avec les personnes qui les ont aidés. Par conséquent, la force disponible dans le cœur de ces personnes, n'est-ce pas, va être très grande. Et finalement, cette force va les permettre de sortir de la dépendance. Donc, on peut voir que véritablement, la dépendance est un phénomène très important qui touche notre société, qui touche notre environnement. Et on a besoin vraiment de connaître comment est-ce qu'on fait pour sortir de cette dépendance. C'est très important. La gratitude, c'est un bon remède. Et aussi, vous allez constater que toutes les personnes qui ont la gratitude dans leur cœur, la reconnaissance, c'est des personnes qui sont comment? Qui sont toujours promptes à essayer de nouvelles choses. Les personnes qui peuvent faire comment? Qui peuvent braver les situations contraires à leur volonté. Des personnes qui peuvent aller contre vent et marée. Des personnes pleines de gratitude et de reconnaissance. Donc après la douleur et la souffrance, les fleurs de la gratitude peuvent jaillir et réconforter les cœurs des personnes fatiguées et vaincues, dans l'espoir qu'ils trouvent aussi la force du cœur et les connexions dont ils ont également besoin pour se libérer. Donc véritablement, la communauté nourricière nous fournit tous ces éléments qui peuvent nous permettre de sortir de la dépendance. Pour finir notre leçon, nous allons entamer ce cas d'étude. Je vais vous laisser suivre la vidéo et après je vais revenir pour commenter. Let me pose a radical idea. Let's make success about all of us. My essay on why I left Wall Street went viral, and people now ask me what my new definition of success is. I learned about the importance of being rich from my dad. I was a scared, insecure kid, and I thought getting rich would calm my fears, soothe my pain, make me feel important. So when I graduated college, I went to Wall Street. I remember the first time I walked onto a trading floor. It was as big as a football field. Each trader had at least 6 computer screens and trader boards with so many buttons and lights that it looked like they were playing a video game. And if you won this game, you became what I'd always wanted to be, rich and successful. By my late 20s, I was living the life I'd always dreamed. But on the inside, I still felt like I always had. During the crash of '08, I was a senior trader at one of the top hedge funds in the world. And we were discussing the new hedge fund regulations being proposed by Congress. I said, "Isn't this good for the system as a whole?" My boss shot me this scathing look and said, "I don't have the brain capacity to think about the system as a whole, Sam. I can only think about what's good for us and our business." That's when I realized what was wrong. It wasn't that I judged him. It was that I saw myself in him. My entire idea of success had been all about me. We all have ambitions, but we also have inside us this innate desire to help people, to connect, to make the world a better place. But those aspirations aren't included in our culture's definition of success. Success can't be all about me. It's about how I use my potential to contribute to the world. It's about finding a way, no matter where you are in life, to improve the lives of the people around you so that together we can evolve into the best culture and society that we can possibly be. And here's the thing, redefining success to include making a contribution will make you happier. Money is great, but I know a lot of rich folks who are just like I was, wealthy and miserable. What is satisfying is doing things that help other people, seeing the appreciation in their faces, doing work that you are proud of. And that's what success really means. Donc c'est le cas d'étude de notre leçon de ce soir. Et Sam Polk, comme il a dit, il était un ancien trader. Donc c'est quelqu'un qui était habitué, n'est-ce pas, à mener une vie opulente, d'opulence.
Et dans cet environnement-là, véritablement, comme il a donné son témoignage, il était toujours triste, bien qu'il avait vraiment les conditions que tout le monde peut rechercher. Mais il dit que véritablement, il était dans une situation de dépendance. Parce que chaque fois qu'il observait que ses économies étaient en train de baisser, ça le mettait dans une situation de stress. Ce qui fait qu'il avait toujours envie de faire comment? D'avoir une assurance que véritablement,